Éric Marcellin Dibon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron d'une start-up française méconnue et qui pourtant est très très prometteuse, Microled et sa technologie Activision. Est-ce que vous pouvez revenir sur la jeunesse de votre société, son historique, sa story? Oui, alors, à Microled, on est deux fondateurs, donc Gunther Haas et moi-même, on a créé la société en 2007, donc ça va faire la 15e année cette année. Et donc, on fait des écrans miniatures, c'est des écrans tout petits qui sont utilisés dans des applications proches de l'œil. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'écran directement, mais il y a une optique devant qui agrandit l'image et donc ces écrans sont utilisés dans toutes les applications de viseur. Alors c'est historiquement plutôt un marché professionnel, dans le domaine médical notamment, l'optique. Et vous avez entamé il y a quelques années une collaboration avec des fabricants de lunettes grand public. C'est un nouveau segment prometteur pour vous? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que nous, quand on a créé la société, c'était voilà en 2007, 2008, et à cette époque-là, c'était le début de l'iPod, donc on pensait déjà à la mobilité, la vidéo mobile. Donc c'est pas les lunettes mobiles qui se sont développées, mais plutôt on réfléchissait aussi à ce qu'on appelait nous-mêmes des data glass, c'est d'ailleurs des lunettes légères dans lesquelles on pouvait avoir des informations. Et voilà, donc notre société s'est développée sur d'autres marchés, sur des applications professionnelles, comme vous dites, c'est-à-dire que les écrans sont utilisés dans des viseurs de caméra, dans des viseurs de systèmes de vision de nuit, dans des microscopes, etc. Mais plus récemment, on a commencé à réfléchir justement à l'utilisation de ces data glass et on a développé un système. C'est pas uniquement l'écran, mais c'est tout le module qui permet de faire des lunettes avec un affichage tête haute. C'est voilà, c'est une technologie qu'on appelle Active Look. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Google en avait rêvé avec ses Google Glass et finalement c'est vous qui l'avez concrétisé? Voilà, j'adore cette phrase. C'est Google l'a rêvé, Microled l'a fait. Mais en fait, oui, c'est vrai, bien sûr, à cette époque, cette idée de data glass est revenue voilà, sur le devant du marché avec les Google Glass. Mais justement, on l'a pris sur un biais différent. C'est-à-dire que Google avait pris une approche très technologique, donc un produit qui faisait beaucoup de choses. Alors que nous, on l'a pris, je dirais, par le cas d'usage. C'est-à-dire que des lunettes, il faut d'abord que ce soit léger, confortable, esthétique, parce que c'est des lunettes que vous portez sur les yeux, et il faut que la technologie disparaisse. Et donc, pour faire ça, la clé, c'était de développer un écran miniature qui avait la plus faible consommation d'énergie. Et c'est ça qui nous a permis de développer, je dirais, ce moteur optique qui permet de faire des lunettes connectées. Alors, c'est des lunettes que vous ne vendez pas vous-même, vous passez par des partenaires. Il y en a déjà quoi, 3-4 paires, si je ne dis pas de bêtises, depuis l'année Voilà, oui, dernière. ouais, Ça décolle bien, notamment sur le segment des sportifs. oui, alors le retour du côté sportif est fantastique, c'est-à-dire que les gens comprennent tout de suite le cas d'usage. Et c'est ce que je disais, le cas d'usage est vraiment clé. On a pensé aux sportifs en premier parce que les gens ont l'habitude d'aller courir, d'aller faire du vélo, déjà avec une application ou avec une montre connectée, de mesurer leur performance. Donc c'était assez naturel pour eux d'amener ce produit ou directement vous amenez les données en transparence dans vos lunettes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles, donc les Julbo, les Cosmo Connected. Vous voyez, c'est le même moteur, mais tout de suite une esthétique différente. Et c'est ça qui est clé. C'est de donner la possibilité aux fabricants de lunettes de faire leur propre esthétique, leur propre marque, en fait. Les Cosmo Connected qui aussi ont l'avantage d'indiquer la direction à prendre et ce qui permet de limiter le risque de baisser les yeux sur son smartphone. Là, on peut voir dans son champ de vision où il faut aller. Exactement, parce qu'en fait, on a conçu le moteur Active Look comme une plateforme ouverte. Donc, pour le sport, nous, on a développé la première application, donc qui vous donne les informations, vitesse, battement du cœur, etc. Mais c'est n'importe quel développeur d'application peut développer son application pour les lunettes Active Look. Et donc, Cosmo Connected a développé une application de navigation pour le vélo en cycle urbain. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que ce marché des lunettes connectées pourrait exploser dans les prochaines années et peut-être un jour atteindre des volumétries comparables à celles du smartphone? On rappelle que plus de la moitié, je crois, de la population mondiale aujourd'hui porte une paire de lunettes. Ça sera la prochaine grande tendance de l'électronique grand public, selon vous? Alors, je pense que ça va se faire graduellement. Je pense que le sport, la navigation urbaine,
puis ça migre vers le tourisme. C'est ça qui va faire le démarrage de ce marché. Je pense que le fait de faire quelque chose de très léger est absolument clé. Mais après, ça peut tout à fait se généraliser à énormément de cas d'usage. Et on pourrait, à terme, s'affranchir, je dirais, presque de son téléphone portable, parce que les lunettes peuvent se connecter à la montre, au téléphone portable. Il y a un point qui est important dont on n'a jamais parlé. En fait, grâce à la technologie basse consommation qu'on a développée, ben, tout le moteur consomme 20 à 30 fois moins que l'écran du téléphone portable. Donc, imaginez, il y a une base installée de, je ne sais pas, quelques milliards de téléphones portables dans le monde qui sont utilisés 2 à 3 heures par jour. Vous économisez des gigawatts, c'est vrai, des gigawattheures. Et donc, pourquoi pas, un jour, on utilisera finalement l'interface sera les lunettes. En écran déporté du En téléphone écran déporté, directement ouais. dans ses lunettes. Alors, c'est un segment qu'on a appelé, à tort d'ailleurs au début, de la réalité augmentée. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, l'expression qui est consacrée, c'est plutôt la réalité assistée, hein. C'est vraiment quelque chose qui enrichit notre champ de vision, et ça reste des images statiques, hein. Exactement. Alors jusqu'après, bien sûr, pour le sport, je veux dire, les premières applications, on s'est vraiment focalisé sur le cas d'usage, hein. Donc un petit peu comme un affichage tête haute dans une voiture, vous avez des informations simples voilà, de vitesse, de distance, de navigation. Donc c'est pas encore la réalité augmentée qui couvre tout le champ. Je pense que c'est le premier pas, je dirais, de la réalité augmentée. C'est bien d'appeler ça de la réalité assistée, en fait. Je trouve ce terme intéressant. Et puis, on viendra peut-être dans cette réalité mixte ou dans cette réalité augmentée où les cas d'usage seront complètement différents, puisque ça donne des informations beaucoup plus riches si on est vraiment en réalité augmentée et des cas d'usage complètement nouveaux. Alors justement, la réalité augmentée, on voit déjà des produits, on peut penser à ceux de Microsoft, les travaux aussi du groupe Meta autour de cette technologie-là. C'est un marché auquel vous croyez? C'est un marché sur lequel vous allez également aller à terme? Je pense qu'il y a des cas d'usage qui sont fantastiques pour la réalité augmentée, hein, que ce soit pour de la médecine, pour de l'ingénierie, pour de la création, hein. On voit apparaître des artistes qui créent, qui dessinent en 3D, etc. Donc, je pense que ça va venir, mais on le voit très bien au travers des produits, justement, de Microsoft, etc. On se rend compte que le vrai problème, c'est la consommation d'énergie. C'est plus la puissance, hein. Finalement, on a suffisamment de puissance de calcul maintenant avec les technologies dans le téléphone portable partout, et ça progresse très très vite. On arrive à créer une image virtuelle qui flotte devant vous, mais la clé, c'est la consommation d'énergie. Et c'est comment on va amener l'information de façon légère dans un produit léger. Parce que quand même, le casque HoloLens, voilà, c'est pas quelque chose avec lequel on peut se promener dans la rue aujourd'hui. Depuis le rebranding de Facebook en Meta, il y a un buzz incroyable aussi autour de la notion de métaverse et de réalité virtuelle, ce qui est d'ailleurs paradoxalement une vieille idée, hein, c'est le monde virtuel. C'est aussi un segment de marché que vous regardez, ou pour vous, ça restera dans l'univers du gaming et ça ne sera pas forcément si grand public que ça? Je pense que la barrière d'entrée, la barrière technologique, reste de faire des systèmes très performants en consommation d'énergie, donc de façon à les miniaturiser. C'est vraiment la barrière technologique. Après, les cas d'usage peuvent être fantastiques, peuvent être très, très intéressants voilà, de ce monde parallèle, si vous voulez. Maintenant, et je pense qu'il y aura beaucoup d'applications, encore une fois, tout ce qui est sécurité, médecine, applications professionnelles, création, comme je disais, mais il y aura peut-être un risque aussi de ce monde virtuel, un petit peu déconnecté, où voilà, on peut s'interroger aussi, savoir si ça deviendra très, très grand public ou si ça restera au niveau du gaming. Ouais.
Ouais. En tout cas, ça va devenir également un sujet, politique, un sujet aussi de souveraineté. On a vu comment l'Europe, qui était leader, sur les smartphones dans les années 90, a été un petit peu sortie de ce marché par les Asiatiques et les Américains. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience des Européens de l'importance, d'être leader, sur ce segment des lunettes et quelque part du soutien à donner à des champions, comme Microled? Je pense que oui, encore une fois, sur les lunettes, que ce soit de la réalité assistée ou de la réalité augmentée, apporte un support je dirais, à la vie quotidienne ou à des applications professionnelles, la sécurité, la médecine, voilà, qui sont des vraies questions de souveraineté. Et donc qui sont importantes pour ces sujets-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi les composants qui vont dedans. Et voilà, je reviens un petit peu toujours à ce problème de composants techniques qui va à l'intérieur. Et c'est ça, à mon avis, qui est clé, et je pense sur lequel on a besoin d'investir en Europe pour garder la maîtrise de ces composants-là. Parce que la médecine de demain ou la sécurité de demain utilisera ces systèmes. D'accord, et le vaste plan d'investissement annoncé par Thierry Breton vous semble aller dans le bon sens? Tout à fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé il y a 20-30 ans, entre guillemets, quand on travaille dans les domaines grand public, on se disait, dans le futur, que ce qu'on fera, on fera des écrans plats, on fera des écrans miniatures, et puis on fera des processeurs les plus petits possibles. Et donc, voilà, j'espère que ce sera un bon rattrapage et qu'il faut aller dans cette direction. On voit bien que voilà, toute la base de l'intelligence artificielle, c'est à la fois du logiciel, mais aussi le composant qui est le semi-conducteur. Très bien, merci en tout cas, Éric Marcelin Dibon, hein, pour ce témoignage. On rappelle, vous êtes aux commandes de Microled, champion français, hein, de l'optique, de la micro-optique, et puis aussi à l'origine de la technologie Active Look qui équipe toute une nouvelle génération de lunettes de réalité assistée. Merci à vous. Merci à vous.